On va chercher des espaces pour changer d'échelle en termes de visibilité, mais ces espaces ne nous appartiennent pas et ils appartiennent à des personnes qui ont un agenda politique réactionnaire et mensonger en termes d'écologie. L'équipe de reporters, c'est 25 personnes, 25 journalistes, 31 personnes en tout. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas journalistes, c'est les réseaux sociaux, l'événementiel, le marketing, même si plutôt la relation donateur-donatrice, et puis les développeurs, parce que c'est un site, le vaisseau amiral de reporters, c'est un site sur lequel on publie 5 articles par jour, et aussi une équipe de journalistes qui fait fonctionner les lettres d'info, la quotidienne et l'hebdo, pour lesquelles on a 150 000 personnes abonnées. Donc voilà, 25 journalistes, avec de plus en plus des journalistes qui se spécialisent, des journalistes scientifiques qui vont éplucher les études, des journalistes spécialisés sur le climat évidemment, parce que c'est notre cœur de ligne éditoriale, même si les enjeux en lien avec la santé, avec la biodiversité, avec l'agriculture, avec les pollutions industrielles sont vraiment structurantes dans la ligne éditoriale. Il y a aussi des journalistes conso ou vie quotidienne selon qui viennent de 60 millions de consommateurs et qui du coup font le lien entre les préoccupations écologiques et ce que les gens peuvent faire au quotidien quand on leur dit qu'ils sont exposés à moult substances cancérogènes, les marges de manœuvre, et ça redonne un peu de pouvoir voilà, dans la quotidienneté, et ça permet aussi d'être un média populaire au sens noble, en tout cas en phase avec des préoccupations populaires. Et ça c'est aussi important pour moi. Et l'autre chose, ça rejoint la question précédente, qui m'amène à Reporter, c'est l'accès libre, le fait de pouvoir écrire des articles qui, pour peu qu'ils deviennent viraux, vont être partagés et lus 200, 250 000 fois quand ça se passe bien, parfois plus, des vidéos sur Instagram qui peuvent atteindre 1,5 million de vues. Ça, c'est quelque chose qui donne une ampleur à l'information qu'on produit et qui donne une absence de limite, et notamment une absence de limite financière, même si l'information c'est pas gratuit. Là on peut avoir des personnes qui n'ont pas le budget pour payer de l'information, qui ont quand même accès à des informations de qualité, vérifiées, produites par des journalistes professionnels. Et ça a beaucoup de sens pour moi. Là où l'activité librairie, je la trouve belle et passionnante, et la matérialité de l'objet livre ou bande dessinée, je trouve ça très chaleureux et là encore ça mérite vraiment d'exister, mais on s'adresse à un public de librairie qui est plutôt CSP+, et qui est peut-être moins facile à élargir que via les publications qui sont repris par des moteurs de recherche qu'on aime plus ou moins, mais en tout cas qui nous servent aussi à diffuser nos contenus. Je pense que sur les sujets en lien avec l'environnement, on a matière à faire beaucoup plus d'enquêtes que ce qu'on fait actuellement. Montrer les intérêts, montrer les liens financiers et les stratégies d'influence des acteurs qui ont intérêt au statu quo, que ce soit en matière de changement climatique, en matière de modèle agricole, et d'être peut-être un peu plus offensif qu'on a pu l'être, tout en gardant quelque chose qui est structurant dans la ligne éditoriale de Reporter, qui est d'ouvrir des voies et d'ouvrir un peu des raisons d'espérer, en tout cas d'aller documenter, sans que ce soit un journalisme de solution, mais un journalisme d'alternative au modèle capitaliste consommateur de ressources et destructeur du vivant. Et donc ça, on va conserver et renforcer ces histoires et ces reportages auprès de celles et ceux qui changent à leur échelle les choses, et puis être, je l'espère, de plus en plus mordant sur les acteurs du statu quo, et donc du maintien d'un monde toxique qui se réchauffe et qui s'embrase l'été. Reporter fonctionne à 97%
part du don. Des dons moyens aux alentours de 9,50 € mensuellement. Les 3% restants, c'est les droits d'auteur des livres en coédition avec le Seuil. Donc on est complètement indépendant et on a très peu de gros donateurs. Et quand je dis gros donateurs, c'est je crois une pharmacienne du sud-ouest qui doit nous donner 4 000 € de mémoire. C'est le plus gros don qu'on a, donc voilà, personne ne peut nous faire tanguer en retirant son argent. Et ça, c'est une grande force. Ça permet de payer du coup les salaires de 31 personnes en CDI à temps plein, plus tous les journalistes indépendants. Il y en a quasiment 200 qui sont dans les fichiers de reporters qui travaillent plus ou moins régulièrement, mais en comptant un riche réseau de correspondants en France et à l'étranger, et les locaux, et le site internet. Et donc ça, c'est un modèle qui est vertueux dans le sens où les dons sont mensuels et pour beaucoup sont renouvelés de mois en mois. Ça nous permet d'avoir de la visibilité. Ça nous permet aussi d'avoir une trésorerie qui peut absorber des moments plus difficiles. Ça nous permet de nous projeter sur des embauches aussi. Et ça, c'est vraiment précieux quand on voit que nos sujets portent, de pouvoir se dire qu'on va y mettre plus d'énergie parce qu'on a les moyens de le faire. C'est vraiment rare pour avoir été beaucoup dans la presse indépendante avant et pour avoir connu des aventures moins heureuses. Je mesure cette chance. J'ai épluché les rapports d'activité avant de postuler pour voir à quel point les finances étaient saines. Et c'est pas de l'information gratuite, hein. C'est de l'accès libre et on est très précautionneux à parler d'accès libre et pas gratuité, et à rappeler sans cesse qu'on a besoin des dons. Alors ça clignote un peu partout sur le site, il y a des bannières, il y a des appels aux dons en pied d'article, mais parce qu'en fait, sans ces dons, on n'existe pas, on n'a pas de salaire à la fin du mois, on n'a pas une équipe de 31 personnes, dont 25 journalistes. C'est vraiment précieux en termes de force de frappe quand on est dans un contexte où l'écologie est attaquée de toutes parts et décrédibilisée massivement sur des médias à grande audience, de se dire que là où on arrive quand même avec uniquement l'argent des donateurs et des donatrices à avoir cette audience-là et cette force-là. Alors ça ne vaut pas des audiences de chaînes de télé en continu, et on sait dans quel cours on joue, mais ça nous permet quand même d'exister et de contrer certains discours fallacieux qui visent à décrédibiliser l'écologie. Je pense qu'on arrive parce qu'on est ingénieux et puis parce qu'on se donne de l'écho les uns aux autres. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup au fait de travailler en écosystème tout en gardant la singularité de nos lignes éditoriales. Je pense qu'on arrive à toucher du monde et à produire des informations qui sont relayées, partagées et qui créent une adhésion et peut-être un rapport un peu plus confiant au métier de journaliste et à la pratique de ce métier qu'il peut y avoir dans la population en général face à des médias qui appartiennent à des milliardaires. Après, je mesure aussi nos limites et nos limites financières. C'est bien le budget de reporter, on se plaint vraiment pas et on est vraiment, on a une gratitude très forte envers les donateurs, donatrices, mais ça n'a rien à voir avec le budget de CNews, le budget de tous ces médias qui appartiennent à des gens qui dépensent sans compter. Là où nous, pour arriver à des frais de fonctionnement, on doit faire des campagnes, mobiliser beaucoup d'énergie en interne pour rappeler la nécessité de notre existence et pour rappeler que cette dépense n'est pas superflue. Donc on ne joue pas du tout dans la même cour. On investit aussi des terrains qui sont moins les nôtres, les réseaux sociaux de plus en plus depuis certaines années. On passe à la télé dans la mesure du possible quand on est invité. On voit que les espaces se rétrécissent aussi, notamment sur le service public. On avait une partie de l'émission La Terre au carré, on avait une chronique régulière. En cette rentrée, on l'a plus parce que cette dernière partie a été coupée. On va chercher des espaces pour changer d'échelle en termes de visibilité, mais ces espaces ne nous appartiennent pas et ils appartiennent à des personnes qui ont un agenda politique réactionnaire et mensonger en termes d'écologie. Je pense que le backlash, il est avant tout politique et médiatique. Je pense que ce backlash, il est politique du point de vue des reculs auxquels on assiste depuis plusieurs années,
depuis la présidence d'Emmanuel Macron et même avant, un détricotage du droit de l'environnement qui est massif. On a compté, hein, ça fait 60 mesures qui privent les associations de recours, qui limitent les possibilités qui permettent de déroger à des protections d'espèces protégées. Et en matière de santé, c'est la même chose, des assouplissements et puis des attaques contre des agences. Donc ça, c'est un backlash vraiment réglementaire qui a des effets sur le réel. Et le backlash médiatique, oui, c'est la création d'une figure d'escrologiste ou d'écoterroriste qui ne serait là que pour punir les classes populaires, qui seraient urbains, riches et qui, en gros, aurait un agenda qui va à l'encontre de celui des intérêts de monsieur et madame tout le monde. Et ça, je pense que ça ne prend pas tant. Je pense qu'il y a des énormes relais, hein, Sud Radio, CNews, où on va douter de l'origine humaine du réchauffement climatique, où on va dire que la climatisation, ça ne pollue pas et ça n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc là, on a vraiment des des mensonges qui sont propagés massivement sur ces chaînes-là. J'ai l'impression que dans la population, il peut y avoir un écho, évidemment, surtout dès qu'il s'agit de parler de voiture. Quand les gens n'ont pas d'autre choix que de se déplacer en voiture, évidemment, ils vont avoir l'impression que c'est eux qu'on critique quand on critique ce mode de déplacement, s'il n'y a pas d'alternatives qui sont mises en place. Ça peut, quand on est sur des questions de ZFE, voilà, ça revient sur ces problématiques, croisement de problématiques écologiques et sociales. Et donc c'est pour ça que là, il faut qu'on soit hyper pertinent et hyper fin dans la manière de les traiter pour pas opposer. Mais globalement, au-delà de ces sujets de clivage, j'ai l'impression que la population a conscience des enjeux de pollution. J'ai l'impression que tout le monde s'inquiète pour sa santé, se demande quelle eau boire, des microplastiques ou des PFAS. J'ai l'impression que le réchauffement climatique, on peut difficilement, après l'été qu'on a vécu, continuer à en nier l'existence. Et donc, ce discours et cette offensive, elle est très forte. Je nuancerais sa portée réelle et ce que nous disent les chiffres de lecture de nos articles, c'est qu'il y a un intérêt sincère pour les sujets qu'on traite, pour la qualité de l'air, de l'eau, de l'environnement, que ce sont des sujets qui ont trait à nos corps et à la manière dont à la vivabilité du monde et que l'intérêt est là et il est fort. Donc je nuancerais ce backlash. La santé est, je crois, dans les sondages, le principal sujet de préoccupation des Français. Et on fait de plus en plus le lien entre les enjeux de santé et d'environnement. Enfin, la loi du plomb et la politisation des cancers à laquelle on a assisté cet été le montre. Donc ce backlash, je le nuancerais pour autant, c'est une bataille. C'est une bataille que de faire ce lien-là et de mettre en lumière les enjeux écolos.